Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres de votre journal, le premier du mois d'avril. Hubert Védrine sera notre invité ce soir. L'ancien ministre français des Affaires étrangères livrera sa vision de la situation géopolitique actuelle, bouleversée notamment par le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Il s'appelle Joël Darfeuille. Il a été sacré dernièrement meilleur réceptionniste du monde. Nous avons rencontré cet ancien élève du lycée Régnier III qui partage aujourd'hui son histoire inspirante. La santé au cœur du premier rendez-vous de Génération Monaco. Marc Mourou, président de ce mouvement lancé en février dernier, développera avec nous cette actualité et ses ambitions. Dans ce journal également, deux projets que nous suivons de près depuis le début de l'année. Le programme Adopt a Float, mené par des lycéens pour mieux comprendre l'environnement marin. Et Expositif 2, la future exposition des affiliés de Fightheads Monaco et de l'artiste Jordan Saget. Un chiffre pour débuter ce journal, 13, c'est le nombre d'étoiles que compte désormais la principauté. Après la publication du palmarès 2025 du guide Michelin, la cérémonie qui s'est déroulée hier à Metz a sacré deux nouveaux établissements monégasques. Le premier, l'Abysse Monte-Carlo de Yannick Aleno qui a décroché 2 étoiles au guide Michelin, 8 mois seulement après son ouverture à l'hôtel Hermitage. Le chef français totalise désormais 17 étoiles dans le célèbre guide rouge, dont 3 à Monaco. Le restaurant Elsa de Marcel Ravin et Domenico D'Antonio au Monte Carlo Beach a lui retrouvé son macaron après l'avoir perdu en 2022. À noter également le titre Passion dessert pour le Blue Bay de Marcel Ravin qui récompense les plaisirs sucrés. Avec ce palmarès, la principauté conforte sa place d'excellence dans le monde de la gastronomie. 4 nouveaux ambassadeurs ont remis aujourd'hui leur lettre de créance au prince Albert II. Marie-Édith Tassilaye Doumbineni a été la première à se présenter au Palais Princier. Ambassadeur du Gabon, elle représente également son pays en France. Elle a notamment occupé le poste de secrétaire générale du ministère des Affaires étrangères du Gabon de 2017 à 2019. Léna Al-Hadid, ambassadeur de la Jordanie, a elle aussi remis ses lettres de créance au prince souverain. Ses différentes missions diplomatiques l'ont amené aux Nations Unies à Genève, mais également à Dubaï, avant de représenter son pays en tant qu'ambassadeur en Autriche, en République tchèque, en Hongrie et en Slovénie. Enfin, Dia Khaled, ambassadeur de Tunisie, a clôturé cette cérémonie de remise de lettres de créance. Depuis janvier 2024, il est ambassadeur de Tunisie en France, délégué permanent auprès de l'UNESCO et représentant permanent auprès de l'Organisation internationale de la francophonie. Il est temps à présent de recevoir notre premier invité. Il s'agit d'Hubert Védrine, ancien ministre français des Affaires étrangères. Avec lui, nous allons aborder l'état actuel de la géopolitique internationale, thème qu'il relate dans son dernier ouvrage, Nouveau dictionnaire amoureux de la géopolitique, paru aux éditions Plomb et qu'il a évoqué hier lors d'une conférence organisée par la Monaco Méditerranée Foundation. Bonsoir Hubert Védrine. Bonsoir. 2025, l'année de tous les périls, c'est une conférence qui porte bien son nom, tant l'année 2025 a débuté avec le retour d'un homme à la tête des États-Unis, Donald Trump. Oui, c'est un choc énorme parce que il faut que nous oublions l'Amérique du XXe siècle avec laquelle on a vécu et qu'on réétudie l'Amérique du XIXe. C'est ça qu'on a en face de nous, avec en plus le Pentagone, le dollar et l'intelligence artificielle. Donc c'est un bouleversement mondial. Est-ce que c'est un changement fondamental? Vous avez déclaré on a changé d'Amérique avec le retour de Trump. Voilà, d'ailleurs il admire des présidents du 19e siècle aux États-Unis comme Jackson, McKinley, Monroe ou le premier Roosevelt. C'est complètement différent de ce qu'on a vécu depuis Roosevelt le deuxième jusqu'à Biden. Et les Européens ont spécialement cru dans la communauté internationale, dans le multilatéralisme, dans les valeurs universelles, etc. Et sur un mode de négociation normal des différents. Alors qu'on a affaire à quelque chose d'une brutalité énorme. Dans le livre récent que j'ai réécrit, le dictionnaire amoureux de la géopolitique, le nouveau, je commence sur Trump en disant « impensable mais vrai ». C'est tellement impensable que ça n'a pas été pensé. Bon, maintenant il faut s'organiser et dépasser le stade de la sidération. Oui, la sidération, c'est un peu la réaction de la classe internationale après le face-à-face dans le bureau ovale entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Est-ce qu'elle est révélatrice de la méthode Trump ?
Oui, c'est révélateur de la méthode, oui en effet, mais on le savait en gros. Du point de vue de Trump, il n'y a pas d'alliés pour l'Amérique, il n'y a que des parasites. Et l'Alliance Atlantique qui voit un protecteur des protégés, les protégés sont des parasites, je le répète. Et d'autre part, il est déchaîné contre les pays qui ont des excédents commerciaux sur les États-Unis. Donc il est en guerre commerciale contre l'Europe, contre la Chine, contre le Mexique, le Canada, etc. etc. Donc c'est complètement sidérant d'un point de vue européen où on pense que, en gros, la globalisation américaine était très bonne pour l'Amérique, pour les autres aussi. Et justement, Hubert Védrine, l'Europe dans tout ça, quelle est sa place? Est-ce qu'elle tient encore son rôle? Alors il faut distinguer deux domaines. En matière économique et commerciale, l'Union européenne a des vraies compétences exercées par la Commission, donc sa présidente, et on va voir si les Européens, il faut le souhaiter, arrivent à résister aux attaques de Trump, aux coups de boutoir de Trump qui va essayer de les diviser. Ça, c'est le domaine économique. En revanche, dans le domaine militaire, l'Union européenne n'a pas de compétences parce qu'à l'origine, après la guerre, ce sont les Européens eux-mêmes qui ont demandé aux États-Unis de les protéger, d'où l'Alliance Atlantique et l'OTAN. Et ils n'ont jamais changé de position depuis. Et même l'attaque de Poutine en Ukraine avait renforcé l'esprit de défense en Europe dans l'Alliance. Il faut attendre l'incertitude créée par Trump pour que les Européens se disent la mort dans l'âme. On va peut-être être obligé de fabriquer ensemble une sorte de pilier européen de l'Alliance Atlantique, ce qui posera des problèmes très compliqués qu'on va voir être traités dans les prochaines semaines. Quel genre de force, quel état-major à la tête et qui donnerait les ordres? Politiquement, c'est des questions que les Européens n'ont jamais eu à traiter. Donc c'est pour ça que c'est une année vraiment spéciale. Alors, nous le disions en préambule de cet entretien, votre conférence s'intitule 2025, l'année de tous les périls. Péril, est-ce que c'est le mot pour qualifier la situation géopolitique actuelle? Oui, parce que les gens en général croyaient qu'il y avait une sorte d'ordre mondial. En fait, il y a un désordre évolutif. Les Européens, j'y reviens, croyaient qu'il y avait une communauté internationale. C'est pas vrai, en fait. Bon, donc ce monde très compétitif, très dur, la plupart des puissances dans le monde, disons, ils sont plus ou moins préparés, mais les Européens, très peu. Je parlais, moi, depuis longtemps, de bisounours dans le monde de Jurassic Park. Et un ministre allemand parlait d'herbivores géopolitiques dans un monde de carnivores. Bon, voilà. Il faut que les Européens tombent de l'armoire, comprennent la réalité, se réorganisent dans les deux domaines différents dont j'ai parlé, soit la question commerciale et dans le domaine de la défense. N'oubliez pas que ça inclut la Grande-Bretagne. Donc on n'est pas dans l'Union. C'est les 5 ou 6 pays qui ont des armées qui vont peut-être réussir à bâtir un pilier de défense pour l'Europe. Et quand on sera réarmé avec un meilleur rapport de force, il sera temps de réenvisager des relations avec la Russie, puisque même pendant la guerre froide, quand on se menaçait terriblement d'anéantissement, il y avait des négociations entre l'Occident et l'URSS. Donc il faudra y revenir, on ne peut pas maintenant, parce que ça dépend des conditions de sortie de l'Ukraine, mais on ne peut pas laisser Trump définir tout seul, avec Poutine, les conditions de la relation avec la Russie d'avenir qui engage notre sécurité en Europe. Bon, mais tout ça, j'en parle là, mais c'est plutôt pour demain ou après-demain, ça. Quand on vous écoute, quand on vous lit, est-ce que finalement, il n'y a pas toujours eu plus ou moins ce sentiment de désordre mondial? Enfin, non, il y a eu quand même, après la Deuxième Guerre mondiale, une sorte d'ordre à la fois américain pour une partie du monde, soviétique, et pendant la guerre froide, les deux puissances contrôlaient les 3/4 du monde. Mais bon, c'est vrai qu'il n'y a pas d'ordre mondial vrai, mais il y a des moments plus ou moins instables. Et là, on est dans un moment de chaos, ce qui ne veut pas dire la guerre, hein, ça veut dire le chaos au sens des physiciens. Les choses sont instables. Il faut qu'on s'habitue à raisonner à ça, sur cette instabilité, et voir comment on va défendre nos intérêts vitaux et la civilisation européenne dans l'avenir. Et là, on rejoint la grande question écologique, qui est beaucoup plus grave que la géopolitique. C'est le compte à rebours géopolitique et écologique. Il faut combiner les deux, vous voyez. Eh bien, merci Hubert Védrine pour votre analyse que l'on peut retrouver également dans votre ouvrage paru récemment aux éditions Plomb, Nouveau dictionnaire amoureux de la géopolitique. Merci d'avoir été notre invité ce soir. Merci pour votre invitation.
Faisons plus ample connaissance à présent avec Joël Darfeuille. Ce réceptionniste du Fairmont Monte-Carlo a su par son parcours exceptionnel hisser l'art de l'accueil au plus haut niveau. Il a remporté dernièrement le titre du meilleur réceptionniste du monde à Athènes. Ancien élève du lycée Régnier III, il partage aujourd'hui son histoire inspirante, le reportage de Vanessa Dessy sur des images de Camille Caloni. De l'hôtel familial au palace de Ronon, son parcours est celui d'une passion pour l'hôtellerie de prestige. Originaire de Menton, Joël Darfeuille débute au lycée Régnier III. Avant de rejoindre l'école Ferrière, référence internationale en formation hôtelière, où il obtient un bachelor spécialisé. Il enchaîne ensuite les saisons dans des établissements d'exception entre la France et Londres. Mais la pandémie bouleverse son ascension. Contraint de rentrer, il retrouve ses racines à Menton et apporte son savoir-faire à l'hôtel de sa maman. Pendant 3 ans et demi, je l'ai aidé vraiment à tout, aussi bien faire des rénovations, les petits déjeuners, la blanchisserie, la réception, bien évidemment. Donc j'ai toujours fait de la réception depuis mes premières expériences professionnelles. Et après quelques années dans l'établissement familial, j'ai voulu partir et vivre une formidable expérience. C'est que j'ai réalisé un tour de France culinaire pour visiter des marchés couverts partout en France, parce que la gastronomie française est connue, mais je ne la connaissais pas forcément, et j'avais envie de la découvrir, donc par le biais des marchés couverts. Et ensuite, depuis avril 2024, je suis réceptionniste au Fairmont Monte-Carlo, et après quelques mois d'expérience dans cet hôtel, il y a mon directeur hébergement et mon chef de réception qui m'ont proposé de représenter le Fairmont Monte-Carlo à l'échelon national à l'occasion du concours David Campbell. Créé par l'Amicale internationale des chefs de réception, le trophée David Campbell récompense chaque année le meilleur réceptionniste du monde. Ce concours exigeant met à l'épreuve les candidats à travers des mises en situation, des tests de gestion de crise et un concours d'éloquence où chaque détail compte. Plus qu'un simple titre, cette distinction consacre l'élite de l'hôtellerie de luxe, où professionnalisme et sens du service font la différence. Le fait d'avoir dans ces équipes, nous dirons, le meilleur réceptionniste du monde, c'est une très grande fierté pour moi aussi d'avoir, parce que c'était, nous dirons, une compétition individuelle, parce que j'étais seul aux commandes, mais il y a vraiment eu cette notion de collectif, c'est-à-dire que j'avais donc mon chef de réception qui a plus été un coach qu'un simple chef de réception. Mes collègues, quand je leur demandais de faire des jeux de rôle, eh ben, ils n'ont pas hésité une seule seconde et m'ont aidé à faire des jeux de rôle pour me préparer au jour J. Oui, c'est une grande fierté pour moi de mettre sur le palmarès Fairmont Monte-Carlo ainsi que l'hôtellerie monégasque au sein du concours international David Campbell. Cette distinction prestigieuse reflète non seulement son talent, mais aussi l'engagement collectif de toute une équipe dédiée à l'art de l'hospitalité. Intéressons-nous à présent à cette vente aux enchères un peu particulière, car les lots proposés sont issus de La Fourrière, des véhicules saisis et réformés qui cherchent donc de nouveaux propriétaires. Avant la vente qui aura lieu ce jeudi, Fabien Bonilla vous explique tout dans ce reportage réalisé avec Thomas Deus. Des véhicules réformés ou à La Fourrière depuis au moins 6 mois. Plus de 70 véhicules sont actuellement en vente, que ce soit des voitures, des scooters, des vélos ou encore des trottinettes. Tous ces engins roulants seront mis aux enchères jeudi. Ils sont en attendant exposés au parking des écoles dans le quartier de Fontvieille. 2 fois par an à peu près, le gouvernement organise des ventes aux enchères de véhicules qui proviennent, alors soit ce sont des véhicules réformés des services de l'administration, soit ce sont des véhicules issus de réquisitions qui ont été effectuées par la direction de la sûreté publique. Donc depuis la dernière édition, nous avons fait appel à une salle des ventes. C'est la salle Victoria que nous avons sollicitée pour organiser cette vente aux enchères. Donc les personnes qui sont intéressées par un véhicule qu'elles auront pu préalablement découvrir, alors soit en venant sur les lieux de La Fourrière pour visiter en fait le site qui contient tous les véhicules qui sont mis en vente, soit parce qu'elle se sera rendue sur le site internet du gouvernement où il y a la liste disponible de tous les véhicules, et si elle a identifié un véhicule qui l'intéresserait, peut proposer une enchère ou 2 ou 3 en fonction des différentes mises qui pourront être effectuées par les différentes personnes intéressées, et peut-être acquérir un des véhicules dont il est objet dans cette vente.
Ces véhicules sont à la vente à partir de 30 € pour les 2 roues et 50 € pour les 4 roues. Ils sont vendus en l'état, certains n'ont pas de clé puisque les propriétaires ne sont jamais venus les récupérer à la fourrière. Parmi les personnes intéressées par cette vente, il y a en règle générale 70% de garagistes et 30% de particuliers. Pourquoi on fait ça? Parce qu'en fin de compte, la fourrière ne pourrait pas conserver tous les véhicules pour lesquels leur propriétaire ne s'est pas remis en règle vis-à-vis des infractions qu'ils auraient pu commettre. Donc ça permet déjà de libérer les espaces, parce que bon, on ne peut pas étendre non plus le parking dans lequel nous nous trouvons. Et puis ça donne aussi la possibilité à des acheteurs potentiels de dénicher une bonne affaire, alors que ce soit pour un usage personnel comme des particuliers, ou que ce soit pour des professionnels de l'automobile qui pourraient récupérer des véhicules après pour revendre des pièces détachées par exemple. Il est possible de voir ces véhicules au parking des écoles. 3 visites sont organisées, il y en a eu ce lundi et ce mardi, et une ce mercredi de 14 h à 17 h. Vous pouvez également les découvrir sur monservicepublic.gouv.mc. La vente se déroulera ce jeudi à 14 h dans la salle des ventes Victoria aux 2 rue Bellevue. Et si les personnes ne peuvent pas se déplacer, il est possible d'effectuer les enchères par téléphone ou avec un ordre d'achat. Génération Monaco a organisé hier une soirée conférence sur le thème de la santé en principauté. Elle a réuni des professionnels de santé pour répondre aux questions des résidents monégasques. Lancé en février dernier, le mouvement entend multiplier les rendez-vous pour travailler sur un programme réaliste en vue des élections nationales de 2028. Marc Mourou, président de Génération Monaco, est en duplex avec nous depuis le Novotel. Bonsoir. Bonsoir, Émilie. Cette soirée était le premier rendez-vous officiel de Génération Monaco depuis le lancement de votre mouvement. Pourquoi avoir choisi de l'axer sur la santé à Monaco ? Alors écoutez, c'est très simple, la santé fait partie d'un de nos thèmes les plus pressants pour Monaco que nous avons identifié, avec bien sûr d'autres thèmes, mais le thème de la santé, notamment des délais pour les résidents à Monaco sur certaines spécialités, pas toutes, il y a des spécialités qui se passent très très bien, mais sur certaines, il y a malheureusement 3, 4, 5 mois pour obtenir un rendez-vous, et donc ça fait partie, au-delà évidemment de la problématique des délais, mais des thèmes qui sont très importants pour nos compatriotes et pour tous les résidents à Monaco. Et c'est donc pour ça que nous avons décidé de commencer avec cette première soirée conférence de Génération Monaco avec des professionnels de santé, des médecins, des kinés, des ostéopathes, des infirmiers, des pratiques de soins non conventionnels également, de mettre l'accent et de donner la parole non seulement à des professionnels pour avoir un petit peu des réponses et puis des éléments et des explications, mais également aux monégasques et aux résidents de pouvoir poser leurs questions et que ça soit interactif pour eux également. Voilà, c'était un moment pour privilégier le dialogue et la proximité aussi avec la population. Absolument, c'était également l'objectif, et puis qu'on puisse libérer la parole donc pour les monégasques, les résidents, mais aussi pour les professionnels de santé qui étaient présents et qui étaient intervenants, entendre justement ce que les monégasques avaient à leur dire. Et ça a été d'ailleurs, je peux vous le dire hier soir, très franc, très dynamique, très courtois également. Les gens se sont écoutés, ont échangé, ont rassemblé leurs idées, et que ça soit d'un côté comme de l'autre, et c'était le but de ces soirées conférences, qui est un projet un petit peu et un concept novateur de Génération Monaco, d'essayer de rassembler et de rapprocher et d'un côté les professionnels et les experts d'une thématique, hier c'était la santé, mais donc également les monégasques et les résidents et tous les amis de la principauté en général. Et qu'en est-il sorti de cette réunion, Marc Mourou? Quel est le bilan que vous pouvez tirer de cette soirée? Alors un bilan très positif parce qu'en fait il y a eu plein de sujets qui ont été abordés. La santé c'est un thème très gros, mais évidemment où il y a plein d'angles différents et de sujets différents. Donc on a eu beaucoup d'idées, beaucoup de thématiques qui sont ressorties. Il y a eu aussi un vrai besoin d'écoute et comme je vous ai dit, un échange. Donc tous ces différents sujets, donc je peux en donner quelques-uns, les urgences, la situation des urgences, les délais pour les professionnels, mais aussi la formation des personnels, que ce soit hospitaliers, mais bien évidemment aussi des praticiens qui exercent en cabinet libéral. Donc vous voyez, c'est très riche. Et puis également le parcours de jeunes monégasques, notamment jeunes
jeune kiné qui a raconté comment devenir kiné, ce qu'il attendait de la profession et la manière dont il fallait aborder la profession pour tous les jeunes monégasques qui voulaient choisir ce beau métier. Donc vous voyez, c'est très varié. On a eu également un très beau témoignage de Mireille Michéa, qui est donc Mimi, qui est la magnétiseuse du CHPG, qui est connue partout évidemment à Monaco, et qui a parlé des pratiques de soins non conventionnelles, puisque vous le savez, il y a quelques années a été votée une loi pour ces pratiques et les encadrer. Bien sûr, il faut que ça soit très encadré, mais également de prouver qu'il y avait ce soin de support, puisqu'il faut évidemment ne pas substituer la médecine dite conventionnelle avec des pratiques de soins non conventionnelles, mais que les deux étaient totalement compatibles et pouvaient travailler ensemble. Donc ça fait partie, vous voyez, aussi des thèmes qui ont été abordés hier soir lors de la conférence. Est-ce qu'organiser cette conférence, c'est aussi pour vous, vous donner du temps pour travailler sur un programme réaliste, d'avoir du temps aussi sur le terrain avec les résidents monégasques, et ce 3 ans avant les élections nationales? Absolument, c'est tout à fait le but, c'est-à-dire d'être sur le terrain en faisant des actions concrètes et puis en ayant l'avis d'experts et puis également l'avis des monégasques, puisqu'on vient de lancer Génération Monaco il y a environ 1 mois et demi, un peu moins de 2 mois, et donc ça fait partie de toute cette première étape, première phase. On a évidemment un plan pour Monaco avec une colonne vertébrale et on est, écoutez, en plein dans ce démarrage qui est cette période de réflexion, d'écoute, de constat, bien évidemment aussi, c'est très important, et puis de début d'idées pour Monaco sur les différents sujets, mais évidemment c'est pourquoi nous avons lancé ces conférences, c'est exactement ce but-là. Et donc hier, je pense qu'on peut dire mission vraiment accomplie, avec une ambiance et une ferveur incroyable lors de cette soirée. Oui, parce que là, on parle du domaine de la santé, mais vous l'avez dit, ce ne sont pas vos seules priorités, hein. Non, alors parler de priorité, on en a tellement, parce qu'à Monaco, tous les thèmes sont évidemment prioritaires. Mais on avait et on a toujours identifié 3 thématiques qui sont les plus pressantes actuellement. Donc il y avait la santé, il y a l'attractivité, qui est un thème évidemment multidisciplinaire et très large, mais qui est si important pour Monaco et pour le futur, notamment pour dégager de nouvelles recettes pour le budget de l'État, très important dans la période actuelle. Et puis également l'éducation, qui est un sujet évidemment qui concerne à peu près tout le monde et toutes les familles, avec également des idées très claires et un constat pour l'épanouissement de nos jeunes dans le cadre scolaire, notamment avec, on avait parlé des rythmes scolaires et des pays un petit peu scandinaves et britanniques qui font des journées beaucoup plus courtes, qui finissent vers 15h30, 16h maximum, et qui avaient ensuite le temps, dans le cadre de l'école, je tiens à le préciser, c'est très important, mais de faire des activités sportives, des activités culturelles, des activités artistiques, et donc de s'épanouir beaucoup plus. Et encore une fois, d'avoir des résultats, parce qu'évidemment, à la fin, il y a le baccalauréat, qui est un diplôme français. Mais Monaco est un État souverain et peut, je pense, ajuster un petit peu ses rythmes scolaires pour proposer aux élèves un meilleur équilibre scolaire et personnel. Et parmi ces thèmes, on pourrait ajouter la sécurité, la qualité de vie ou encore l'économie. Est-ce que d'autres rendez-vous sont prévus autour de ces axes prioritaires pour votre mouvement ? Alors absolument, on a décidé, et on l'avait promis et donc on le fait, de proposer une soirée conférence tous les 2 mois. Donc vous voyez, le rythme va être très soutenu. Nous avons eu donc hier la première soirée conférence. Je peux vous dire déjà, le 4 juin, il y aura la soirée conférence sur l'attractivité. Donc vous voyez, tous les 2 mois, nous allons proposer ce type de conférence et il y aura tous les sujets abordés. Bien sûr, il y aura l'éducation, mais il y aura aussi l'égalité homme-femme, le digital, plein d'autres sujets, le fonds de réserve constitutionnel, etc., les sujets sociétaux, tout sera abordé au fur et à mesure des mois, en donnant la parole, encore une fois, à des experts de la thématique et en écoutant les monégasques et les résidents et en rapprochant les 2 parties. Oui, d'où les actions de terrain. Merci beaucoup, Marc Mourou, d'avoir été notre invité ce soir. On le rappelle, vous êtes le président de Génération Monaco. Merci. Merci Émilie, merci encore. Revenons à présent sur ce projet que nous suivons depuis le début de l'année scolaire. Adopt Float est un programme qui accompagne des lycéens dans leur compréhension de l'environnement marin. Après avoir découvert le projet en question et le flotteur, cette balise qui permet de récolter les données de la mer Méditerranée, les lycéens évoluent sur leur projet et dans leur apprentissage. Les détails de Christine Dapetit et Camille Caloni. Un projet éducatif qui allie sciences et environnement. Hier, les lycéens se sont retrouvés dans la salle du CDI du lycée Albert Ier
pour un atelier de création de maquettes. L'objectif, reproduire en modèle réduit les entités visitées au fil de ce projet. Ils ont rencontré le Centre scientifique de Monaco, le musée océanographique. Vendredi dernier, nous étions à Villefranche, à l'IMEV, l'Institut de la mer de Villefranche. Et il nous en reste d'autres à découvrir. Nous allons partir dans l'espace Pélagos pour une visite avec Méditerranée Riviera Navigation. Chaque groupe d'élèves va fabriquer donc une maquette, un établissement, et elle va se retrouver sur le plan qui se situe dans le CDI afin que l'on puisse repérer en un clin d'œil leur parcours de préservation de l'environnement. Un projet interdisciplinaire qui allie apprentissage théorique et application concrète tout en sensibilisant les élèves aux enjeux écologiques et qui mobilise plusieurs matières, notamment les sciences de l'ingénieur, puisque ces maquettes seront ensuite imprimées en 3D. Moi, je trouve que c'est intéressant de montrer comment est-ce qu'on peut utiliser plein de matériaux différents, de récupération notamment, pour faire des maquettes ensuite et des beaux projets, donc notamment des bâtiments. Donc là, on fait le lycée et je trouve que c'est super beau et c'est important. Prochain rendez-vous, une sortie avec l'association monégasque pour la nature. Au programme, la découverte des aires marines protégées. En parallèle, le lycée a déposé une demande pour obtenir le label européen École Bleue, une reconnaissance pour son engagement en faveur de l'éducation à l'environnement. Nous les avions quittés dans leur atelier en pleine préparation de leur future exposition. Nous avons retrouvé les affiliés de l'association Fightheads Monaco en plein air, en compagnie de l'artiste Jordan Saget pour la suite de leur projet commun Expositive 2. Fabien Bonilla et Lionel Bernardi vous en disent plus. 5 affiliés de l'association Fightheads Monaco se sont retrouvés ce mardi matin en bas des escalators devant les portes vitrées de l'entrée du centre commercial Le Métropole. L'artiste urbain, bien connu pour ses lignes entrelacées, leur a présenté son travail. Il s'agit du 5e atelier organisé avec Jordan Saget. Il y en a déjà eu 3 dans les locaux de Fightheads, le centre commercial du Métropole et le 2e atelier à l'extérieur. Depuis qu'on s'est rencontrés, rien n'était écrit et on a écrit ça un peu au fur et à mesure ensemble. Et c'est vrai qu'on a eu l'opportunité de venir dessiner au Métropole et je me suis dit tiens, ça serait vraiment chouette de le faire aussi ici ensemble. Puis aussi qu'ils vivent un peu le côté street, parce que moi je suis street artiste, donc du coup je connais bien ça, mais donc du coup j'ai hâte de voir comment ils vont vivre ça. Sur le côté, 3 panneaux sont réservés aux affiliés participant à cette opération. Ils ont libre cours afin d'exprimer leur histoire, parfois complexe, à travers l'art et la création, dans l'esprit du travail de Jordan Saget. C'est relaxant. C'est relaxant, ça fait du bien, ça fait penser à rien d'autre. C'est agréable, hein, ça te plaît, ça fait du bien. On fait plein de choses. On pense à rien. Et c'est super on sympa. pense que à ce qu'on est en train de faire. C'est ça en fait. C'est libérateur parce qu'on est dans l'instant présent. On ne réfléchit pas. On est dans le truc et voilà, c'est comme une évasion, un voyage. C'est presque instinctif, quoi. Et du coup, ça fait du bien. Ça allège du poids de la vie. On est dans le ici et maintenant et on ne pense pas et c'est ça qui fait du bien. Et puis surtout, on a une grande reconnaissance envers la princesse qui encore une fois nous fait confiance. On a même le sentiment qu'elle est fière de nous. On n'est pas que des séropositifs. On est aussi des artistes, entre guillemets. Et ça fait chaud au cœur, vraiment. Après 2017 et la collaboration avec l'artiste Eric Massolder, 5 affiliés de Fightheads Monaco vont exposer leurs œuvres en collaboration cette fois avec Jordan Saget du 24 avril au 12 mai à la Camille Art Gallery sous le haut patronage de son Altesse Sérénissime la Princesse Stéphanie, une exposition avec pour thématique les lignes de l'espoir. Dans le reste de l'actualité en bref et en images, dans le cadre du festival Earth to Space, qui se déroule en ce moment même à Washington, au Kennedy Center. 70 élèves du lycée FANB ont eu l'opportunité de participer hier à une session virtuelle exceptionnelle. Ils ont pu échanger avec Dorian Janet, spécialiste en éducation de la NASA. La direction des affaires culturelles lance un concours photo à destination des 11-25 ans. Son thème, le patrimoine architectural de Monaco. Les photographies retenues par un jury d'experts seront ensuite exposées sur les grilles des jardins Saint-Martin en octobre prochain. Vous avez jusqu'au 25 avril pour remettre votre dossier de candidature. Plus de détails sur culture.mc. Enfin, à moins d'un mois du tournoi Sainte-Dévote, la Fédération monégasque de rugby a dévoilé
l'affiche de la 13e édition qui aura lieu les 25 et 26 avril prochains au Stade Louis II. Organisée en partenariat avec la Fondation Princesse Charlène, cette compétition internationale de rugby à 7 s'est inscrite au fil des années comme étant un événement sportif incontournable à destination des jeunes joueurs de moins de 12 ans. Elle réunira cette année 24 équipes de 21 pays différents et aura pour parrain celui que l'on surnomme The Beast, Tendai Mtawarira, champion du monde avec l'Afrique du Sud en 2019. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, la météo de Christinda Petit, suivi du magazine Culturama proposé par José Sacré. On se quitte avec les photos de Stéphane Dana qui reviennent ce soir sur un moment particulier, la remise du drapeau britannique à la garde de la Maison de France. Cette cérémonie était placée sous le signe de l'entente cordiale franco-britannique dont le 120e anniversaire a été célébré en 2024. Passez une excellente soirée et à demain, 19 h, pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels. Bonsoir à tous. Eh bien, demain, le temps malheureusement ne sera pas au beau fixe. Beaucoup de nuages le matin, un risque de pluie l'après-midi, des températures quand même assez douces. Elles seront comprises entre 11 et 18 degrés. Et puis sinon, demain, nous souhaiterons une bonne fête à toutes les Sandrines. Sandrine veut dire protectrice de l'humanité. C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.